Les projecteurs éclatants inondaient le podium de Chanel, et de derrière le rideau surgit une silhouette élancée, auréolée de cheveux blonds dorés, comme le soleil de juin. Ses yeux bleu azur, profonds et mystérieux, captèrent chaque regard, plongeant la salle entière dans un silence presque irréel. La musique et le murmure du public semblèrent s'évanouir, ne laissant que le rythme assuré de ses pas. Claudia Schiffer, ce nom que certains, au début, jugeaient condamnée à rester dans l'ombre de Brigitte Bardot, allait pourtant devenir une icône à part entière. En quelques saisons, elle s'imposa comme l'un des visages les plus reconnaissables de la mode, incarnant à la fois la grâce intemporelle d'un mannequin et le charisme magnétique d'un top modèle. Chanel, Versace, Valentino, toutes les maisons de prestige se disputaient sa présence. Et pourtant, au sommet de sa carrière, lorsque tout semblait lui appartenir, Claudia fit un choix inattendu. Quitter les podiums, rompre avec le rythme effréné des défilés et des campagnes publicitaires et s'effacer derrière une vie calme, loin des flashs. La presse s'interrogea, les fans furent déconcertés et le monde de la mode eut du mal à comprendre. Pourquoi la reine de glace avait-elle abandonné le trône qu'elle dominait sans partage ? La réponse se trouve dans l'histoire de sa vie, un voyage qui commence dans une petite ville d'Allemagne, bien loin des capitales de la mode, et qui raconte comment une jeune fille réservée devint l'une des figures les plus emblématiques de son époque. Claudia Schiffer est née le 25 août 1970 à Rheinberg, une petite ville tranquille nichée dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne de l'Ouest. Rheinberg n'avait rien d'un décor de conte de fées pour top modèle. Pas de podium scintillant, pas de soirée mondaine, pas de flash crépitant à chaque coin de rue. C'était une ville où l'on vivait au rythme lent des saisons, où l'odeur du blé mûr se mêlait au parfum des jardins et où chaque visage était familier. Elle grandit dans une famille de classe moyenne. Son père, avocat, incarnait la rigueur et la discipline. Sa mère, femme au foyer, veillait avec douceur sur ses 4 enfants. En tant que benjamine, Claudia reçut beaucoup d'affection, mais son enfance ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille. Les hivers y étaient longs, le ciel souvent couvert d'un gris monotone. Souvent, la petite Claudia restait assise près de la fenêtre, observant le monde extérieur et rêvant d'horizons plus vastes que ceux de sa petite ville. Enfant, elle était d'une timidité extrême. Grande pour son âge, mince, avec des traits délicats, elle attira très tôt les remarques. Ses camarades la surnommaient parfois la poupée vivante, un sobriquet qu'elle n'aimait guère. Elle préférait le calme des livres d'art et les mélodies du piano. Dans ses moments libres, elle feuilletait les magazines de mode de sa mère, découvrant des visages lointains, des mannequins aux tenues exotiques, des univers diamétralement opposés à celui qu'elle connaissait. À Rheinberg, la mode internationale semblait un rêve inaccessible. Pourtant, Claudia possédait déjà une allure singulière. Lors des bals scolaires, elle se démarquait par sa grâce naturelle, même si elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Les adultes du voisinage glissaient parfois à sa mère. Cette fille pourrait devenir top modèle. Sa mère souriait, persuadée que ce n'était qu'une plaisanterie. À l'adolescence, Claudia envisageait sérieusement de suivre les traces de son père et de devenir avocate. Elle excellait dans les matières littéraires et en langue, notamment en français. Mais, en parallèle, des images restaient gravées dans son esprit, celles de Christie Brinkley, de Gia Carangi et d'autres figures mythiques du mannequinat. Une curiosité grandissante la poussait à se demander à quoi ressemblait réellement ce monde-là. Dans l'Allemagne de l'Ouest de cette époque, les mentalités restaient conservatrices. Le métier de mannequin était perçu par beaucoup comme éphémère, incertain et même frivole. La famille de Claudia partageait cette vision. Son père espérait qu'elle entrerait à l'université, qu'elle embrasserait une carrière stable. Elle,
déchirée entre la sécurité d'un avenir tracé et l'attrait mystérieux d'un univers qu'elle ne connaissait que par les magazines, ne savait pas encore quelle voie suivre. À 16 ans, Claudia mesurait déjà près d'1,80 m. Ses longues jambes et sa posture impeccable semblaient taillées pour la haute couture. Mais elle se voyait encore comme une fille ordinaire, jean décontracté, pull ample, cheveux blonds, dissimulés sous un bonnet de laine. Ses amis de lycée ignoraient que, quelques années plus tard, cette même silhouette illuminerait les podiums de Paris et de Milan. Ces années de jeunesse, rythmées par la discrétion et la rêverie, forgèrent un caractère particulier, une douceur apparente cachant une force tranquille. C'était là le socle invisible qui lui permettrait, le moment venu, de se transformer en l'un des top modèles les plus marquants de sa génération. En 1987, à 17 ans, Claudia Schiffer n'était encore qu'une lycéenne de Rheinberg, concentrée sur ses révisions dans l'espoir d'étudier le droit. Rien ne la prédestinait, en apparence, à devenir top modèle. Mais un soir anodin allait bouleverser le cours de sa vie. Ce soir-là, elle accompagna des amis dans un bar animé de Düsseldorf, une grande ville à un peu plus d'1 heure de route de chez elle. L'ambiance était bruyante, saturée de musique et de conversation. C'est dans ce décor inattendu que le destin frappa à sa porte. Michel Levaton, directeur d'une agence de mannequins à Paris, se trouvait là par hasard. Dans la foule, son regard se posa sur une jeune fille blonde, élancée, dont le sourire discret semblait trancher avec l'agitation environnante. Fasciné par cette allure, il s'approcha, se présenta et lui proposa de venir à Paris tenter sa chance. Claudia, d'abord, crut à une mauvaise plaisanterie. Un inconnu lui annonçait, sans préambule, qu'elle avait le potentiel pour devenir top modèle international. Elle remercia poliment, mais refusa. Levaton insista, lui tendit sa carte et ajouta « Si jamais vous changez d'avis, appelez-moi ». De retour chez elle, Claudia montra la carte à sa mère. Les réactions furent prudentes, presque méfiantes. Son père redoutait un milieu instable, loin de leur protection. Sa mère craignait un environnement dangereux pour une jeune fille timide. Mais, au fil des jours, l'idée fit son chemin dans l'esprit de Claudia. Elle se mit à rêver de Paris, de ses rues pavées, de ses vitrines étincelantes et de ses mannequins qu'elle admirait dans les magazines. Quelques semaines plus tard, avec l'accord de ses parents, elle prit le train pour Paris, promettant de n'y rester que quelques jours. Dès son arrivée, la ville lumière l'envoûta, les façades haussmanniennes, l'effervescence des boulevards, et cette atmosphère unique où chaque coin de rue semblait respirer la mode. Sa première séance d'essai se déroula au siège de Elite Model Management. Michel Levaton la présenta à John Casablanca, le fondateur de l'agence et figure incontournable du milieu. Casablanca l'observa attentivement, lui demanda de marcher quelques pas, de changer de posture, puis de poser devant l'objectif. Aucun discours grandiloquent, juste une phrase simple. Cette fille ira loin. À partir de ce moment, la porte du métier s'ouvrit. Claudia resta à Paris, enchaîna les séances phototests et les castings. Elle découvrit l'univers intense des studios, les éclairages puissants, les robes haute couture, les équipes entières s'affairant dans un ballet bien réglé. Les débuts furent éprouvants. Il fallut apprendre à poser avec assurance, à défiler en talons vertigineux, à exprimer des émotions devant l'objectif. La timidité qui l'accompagnait depuis l'enfance la freinait parfois. Les photographes l'encourageaient, regarde l'objectif, sois plus forte. Peu à peu, elle gagna en confiance. Lorsque la première photo de Claudia parut dans un petit magazine français, elle l'envoya fièrement à sa famille. Son père, autrefois réticent, ne put cacher son sourire. Le tournant arriva lorsqu'elle fut invitée à un essayage pour Karl Lagerfeld, alors directeur artistique de Chanel. Dans l'atelier, Lagerfeld entra, l'observa des pieds à la tête et dit simplement « Elle est l'image de Chanel ». Quelques semaines plus tard, Claudia foulait son premier grand podium pour la maison
entamant une ascension fulgurante vers le rang de top modèle international. Plus tard, elle confia « Si je n'étais pas entrée dans ce bar à Düsseldorf ce soir-là, je serais être avocate aujourd'hui. Mais parfois, le destin trouve toujours le chemin pour vous mener là où vous devez être. » En 1989, Claudia Schiffer devint officiellement la muse de Karl Lagerfeld. Le défilé printemps, été de Chanel cette année-là, resta gravé dans les mémoires. Vêtue d'un tailleur en tweed pastel, cheveux blonds légèrement ondulés, lèvres rosées, elle avança d'un pas lent et assuré. La salle entière retint son souffle avant d'exploser en applaudissements. À cet instant, elle ne se contentait plus d'être un mannequin parmi d'autres, elle incarnait désormais l'essence même d'une maison de couture légendaire. En l'espace de 2 ans, son visage illumina les couvertures des plus grands magazines. Vogue Paris, Vogue US, Elle, Harper's Bazaar, son regard azur, son nez délicat et ce sourire énigmatique que la presse surnomma bientôt le sourire de la reine de glace devinrent sa signature. Mais Chanel n'était qu'un début. Gianni Versace, séduit par son mélange unique de douceur et de sensualité, la fit défiler dans ses robes audacieuses, aux découpes spectaculaires. Aux côtés de Naomi Campbell, Cindy Crawford et Linda Evangelista, elle formait l'un des piliers des fameuses Big Six, ce cercle restreint des top modèles qui dominaient toutes les campagnes publicitaires et les podiums des années 90. Claudia possédait un atout rare, une capacité à se réinventer d'un shooting à l'autre. Pour Chanel, elle incarnait la princesse élégante, presque inaccessible. Pour Guess, sous l'objectif sensuel d'Hélène von Unwerth, elle se transformait en femme fatale et espiègle, dans une campagne en noir et blanc devenue mythique. Sa vie se déroulait au rythme effréné des capitales de la mode. Paris pour Dior, Milan pour Valentino, New York pour Harper's Bazaar, Londres pour les shootings improvisés. Chaque semaine, elle traversait les fuseaux horaires, changeait de style et d'énergie. Un jour, elle jouait la femme mystérieuse. Le lendemain, la muse solaire. Les photographes l'adoraient. Peter Lindbergh déclara un jour « Claudia ne joue pas un rôle, elle vit dans l'instant. Photographier son visage, c'est raconter une histoire. » Dans les coulisses des Fashion Week, sa simple arrivée imposait le silence. Non pas par arrogance, mais parce que sa présence captait l'attention. Derrière cette image publique, Claudia cultivait une discipline irréprochable. Elle dormait toujours 8 heures par nuit, privilégiait une alimentation équilibrée, pratiquait le yoga et n'arrivait jamais en retard. Les directeurs artistiques savaient qu'avec elle, tout se déroulerait comme prévu. Karl Lagerfeld affirma même « Claudia n'est pas seulement un mannequin, elle est Chanel incarnée. » À son apogée, elle dépassa le cadre de la mode pour entrer dans la culture populaire. Invitée sur les plateaux télé, apparaissant dans des films en caméo, immortalisée sous forme de poupée Barbie à son effigie, elle devint une figure que même ceux qui ne suivaient pas la mode reconnaissaient. En 1995, un sondage la classa comme le top modèle le plus identifiable au monde, devant de nombreuses actrices hollywoodiennes. Pourtant, cette gloire s'accompagnait d'une pression constante. Chaque défilé, chaque shooting exigeait la perfection. Mais Claudia voyait dans cette exigence un moteur plutôt qu'un fardeau. Un podium n'est pas seulement un endroit où l'on porte une robe. C'est une scène. Vous devez marquer les esprits bien après que les lumières se soient éteintes, confia-t-elle. À la fin des années 90, elle avait tout. La reconnaissance, la fortune, l'admiration. Mais derrière le regard froid et les poses impeccables, germait une envie nouvelle, celle d'un rythme plus doux, loin des projecteurs permanents, un pressentiment qu'un chapitre se terminait et qu'un autre s'ouvrait. Dans l'univers de la mode, où l'on croit souvent que la réussite se mesure au nombre de contrats signés ou à la fréquence des apparitions publiques,
Claudia Schiffer choisit un chemin singulier. Quand beaucoup de top modèles se lançaient dans le cinéma, la musique ou l'entrepreneuriat tapageur, elle préféra cultiver une image sélective, presque discrète, refusant ce qui ne correspondait pas à ses valeurs. L'un des exemples les plus frappants fut sa décision de refuser un contrat publicitaire colossal avec une grande marque de cigarettes, alors au sommet de sa popularité. La somme proposée battait des records, mais Claudia répondit non, expliquant qu'elle ne fumait pas et ne voulait pas encourager les jeunes à adopter une habitude nocive. Ce refus surpris, voire dérouta, dans un milieu où certains mannequins acceptaient volontiers de telles opportunités pour l'argent ou la visibilité. Peu après, elle déclina également une séance photo nue pour un magazine prestigieux. La rémunération aurait suffi à lui offrir une villa dans n'importe quelle capitale de la mode, mais elle s'en expliqua simplement « Je veux que mes images puissent être vues par mes enfants et petits-enfants sans qu'ils en aient honte. » Dans les années 90, alors que la nudité artistique était en vogue, cette position tranchait nettement et devenait un manifeste personnel. Claudia sut aussi imposer son identité esthétique. Lorsque la tendance dicta aux mannequins de passer à des cheveux plus foncés, elle conserva son blond lumineux. Certains stylistes craignirent qu'elle paraisse dépassée. En réalité, cette fidélité à son image fit d'elle l'une des silhouettes les plus reconnaissables au monde. Les médias la surnommèrent « la reine de glace », non pour un manque de chaleur humaine, mais parce qu'elle maintenait une distance élégante avec les mondanités. On ne la voyait pas dans les fêtes jusqu'à l'aube, ni dans les pages à scandale. La vie privée était pour elle un sanctuaire. Un jour, un journaliste lui demanda pourquoi elle ne tentait pas sa chance au cinéma, comme Cindy Crawford ou Naomi Campbell. Sa réponse fut simple : « Je ne veux pas faire quelque chose juste pour prouver que je peux le faire. Je veux faire ce qui me plaît vraiment et qui me correspond. » Dans une industrie obsédée par la polyvalence et le renouveau, cette franchise relevait presque de la rébellion. La loyauté de Claudia envers son équipe fit aussi sa réputation. Elle n'hésita pas, un jour, à demander à une grande maison de couture de réorganiser entièrement un planning de shooting pour permettre à sa maquilleuse attitrée de se remettre d'une maladie. Un geste rare qui lui valut le respect sincère de nombreux collaborateurs. Pour elle, le titre de top modèle n'était pas un trophée à brandir, mais une reconnaissance offerte par les autres. « Je suis juste une fille de Rheinberg qui a eu la chance de vivre de ce qu'elle aime. Si je peux laisser quelque chose derrière moi, c'est ce message. On peut rester fidèle à ses valeurs et réussir, » déclara-t-elle. Ses choix, parfois incompris, forgèrent son identité unique dans un milieu mouvant. Elle ne fut pas seulement l'image de campagne mémorable, mais un symbole de constance et d'intégrité. Et c'est pourquoi, même éloignée des podiums, le nom de Claudia Schiffer reste synonyme d'élégance et de force tranquille. À la fin des années 90, alors qu'elle était encore au sommet de sa gloire, Claudia Schiffer commença à espacer ses apparitions sur les podiums. Officiellement, la raison était simple. Elle voulait consacrer plus de temps à elle-même et à sa famille. Mais derrière cette décision se cachaient d'autres facteurs plus profonds qui allaient transformer cette pause en un éloignement durable. En 1999, après plus de 10 années passées à courir d'un continent à l'autre, son corps commença à lui envoyer des signaux d'alarme. Épuisée par un rythme effréné, elle tomba malade et dut être hospitalisée pour cause de fatigue extrême. Les médias, discrets sur les détails, publièrent seulement quelques clichés où l'on voyait l'ancienne top modèle amaigrie, esquivant les questions des journalistes. Au même moment, le monde de la mode changeait de visage. Le style héroïn chic s'imposait, des silhouettes encore plus minces, des visages juvéniles, un esthétisme plus sombre. L'image glamour et sophistiquée de Claudia, qui avait défini toute une décennie, fut jugée par certains comme démodée. Des contrats majeurs ne furent pas renouvelés, et même si elle restait une figure respectée,
Elle sentait que l'ère qu'elle avait dominé touchait à sa fin. En 2000, un incident médiatique marqua un tournant. Claudia accepta de poser pour une campagne d'une marque internationale. Peu après, la publicité fut accusée d'exploiter des images jugées insensibles. Bien qu'elle n'ait pas participé à la conception du concept, son image se retrouva associée à la polémique. Cette expérience la rendit plus prudente, réduisant drastiquement ses collaborations. En 2002, elle épousa le réalisateur britannique Matthew Vaughn. Ce fut un choix de vie autant qu'un choix de cœur. Elle s'installa à la campagne en Angleterre, loin de l'agitation des capitales de la mode, et se consacra à ses 3 enfants. Les invitations pour défiler affluaient toujours, mais la plupart restaient sans réponse. La presse, habituée à la voir sur des dizaines de podiums chaque saison, commença à parler de disparition. Certains articles titraient même « Claudia Schiffer, l'énigme ». Mais pour elle, il ne s'agissait pas d'une disparition, plutôt d'un retrait choisi. « J'ai vécu pleinement un rêve. Maintenant, je veux me réveiller et commencer un autre chapitre », déclara-t-elle un jour. De temps à autre, elle acceptait de revenir pour des occasions spéciales. Un défilé hommage à Karl Lagerfeld, une campagne anniversaire pour Yves Saint Laurent ou un shooting exclusif pour un numéro collector de Vogue. À chaque fois, elle ne cherchait pas à retrouver la Claudia des années 90, mais assumait son âge et son évolution avec élégance. Avec l'essor des réseaux sociaux, nombreux furent les mannequins de sa génération à utiliser ces plateformes pour prolonger leur carrière. Claudia, elle, choisit une présence mesurée, pas de dévoilement de sa vie privée, seulement des aperçus choisis de son travail, de projets artistiques ou de causes qui lui tenaient à cœur. Cette rareté renforçait presque son aura. Pour le public, son retrait pouvait paraître une perte, mais pour elle, c'était une victoire, celle de contrôler son histoire. En refusant de s'accrocher à la lumière à tout prix, elle préserva intacte l'image qu'elle avait construite. Ainsi, Claudia Schiffer resta dans la mémoire collective comme un top modèle à la carrière exemplaire, et non comme une figure cherchant désespérément à revenir. Plus de 30 ans après avoir foulé pour la première fois le podium de Chanel, le nom de Claudia Schiffer conserve un éclat particulier dans l'histoire de la mode. Elle laisse derrière elle bien plus que des centaines de couvertures et des dizaines de campagnes iconiques. Elle a incarné une exigence de professionnalisme, une constance et une fidélité à ces valeurs rarement égalées dans l'univers des mannequins. Claudia a prouvé que la réussite ne nécessitait pas de tout sacrifier. Elle n'a pas couru après toutes les tendances, n'a pas cherché à rester sous les projecteurs à tout prix et a su partir au moment opportun. Ce retrait réfléchi a consolidé son image d'élégance intemporelle et de beauté durable. Aujourd'hui, les nouvelles générations de top modèles citent souvent Claudia comme source d'inspiration, non seulement pour sa silhouette et son visage, mais pour la manière dont elle a dirigé sa carrière, avec discernement, courage et indépendance. Interrogée sur la possibilité de revenir un jour à plein temps, elle répondit un sourire aux lèvres. « Le monde de la mode change sans cesse, mais le souvenir d'un instant parfait demeure. Je suis heureuse de ce que j'ai laissé. » Peut être que le plus grand héritage de Claudia Schiffer ne réside pas dans les collections qu'elle a présentées, mais dans le message qu'elle transmet. Rester soi-même, défendre ses valeurs, et malgré cela, ou peu, être grâce à cela, devenir une véritable icône.